Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode du numéro 2 de Culturisme consacré au tiers-lieux culturel de notre territoire. Et donc nous sommes encore très heureux d'accueillir nos invités à qui je vais donner la parole, donc qui vont se présenter succinctement pour ceux qui ont vu le premier numéro et pour ceux qui ne l'ont pas vu, comme ça recadrera un petit peu nos invités sur la thématique. Anne Roy, notre lieu s'appelle la Nouvelle Galerie et nous sommes à Jamble, à 2 km de Givry. Donc Cédric Touzé, je représente le petit théâtre du Bas de l'Âne qui se situe à Saint-Jean-de-Trézy, entre Couches et Saint-Léger-sur-Deûneux. Véronique Chattard, je représente l'association et le collectif des Accords du Lion d'Or à Simandre, dans un ancien hôtel 1900 avec une salle de bal en Bresse-Bourguignonne. Olivier Davier, de La Fabrique, à Savigny-sur-Garonne, un lieu dédié à la création artistique. Eh ben, bienvenue à tous et merci encore d'être ici. Je souhaitais rebondir donc sur la clôture de la première édition. Véronique, tu nous présentais donc ces lieux, en tout cas ce travail autour de ces lieux comme le lieu de tous les possibles. Je trouve ce terme très beau et qui ouvre plein de perspectives. Et est-ce que tu pourrais du coup revenir sur ces notions-là et voilà. Ben oui, parce que le tiers-lieu, c'est des lieux, c'est entre deux quoi. On est dans des marges, je pense. Je travaillais avec quelqu'un qui disait que la marge nourrit la norme et la transforme. Donc du coup, c'est ces endroits-là, on n'est pas complètement dans le système institutionnel. Ce sont des initiatives qui arrivent par les citoyens et c'est comment dans ces espaces, parce que c'est vraiment aussi en lien, quand on dit tiers-lieu, lieu, c'est un lieu physique, c'est un lieu incarné. Et c'est comment des usagers, ces fameux usagers de Monsieur Besson, là, comment ces gens vont arriver dans ce lieu et le faire vivre. Des gens dans un lieu et pas que des lieux. En fait, aussi, c'est des endroits de possible parce qu'il y a une communauté, enfin, on dit communauté, des gens qui vont se rassembler, qui vont inventer ensemble avec des savoir-faire différents. Qui sont soit dans des savoir-faire d'accueil, soit dans des savoir-faire de création, des créations qui peuvent être très pointues, soit c'est ces fameux lieux hybrides. Pourquoi il y a le lieu des possibles ? Parce que ça peut prendre toutes sortes de formes. Et c'est ce qu'on voit là, autour de la table. Donc c'est comment, avec nos compétences, comment avec nos cool, je sais pas comment dire, c'est même de la fibre, c'est même de l'invisible, c'est ça l'humain en fait, c'est invisible. C'est comment avec nos pattes, on est pétri de je sais pas quoi, de nos histoires derrière, de ce qu'on va faire. C'est la fille du boulanger qui parle. Et c'est qu'est-ce que on va mettre ensemble dans ce four quoi et sortir voilà nos champs du pain et qui voilà, la pâte elle prend différentes formes. Et avoir confiance en ça aussi. Et avoir confiance que, ben oui, il y a peut-être des gens qui sont plus prêts à aller couper le bois pour mettre en place le feu et d'autres qui sont en train de faire des créations, quoi. Et c'est cet entre-deux, c'est ce fameux lieu de liberté. Et c'est des lieux où on explore, où rien n'est figé et tu es tout le temps re-questionné par le collectif, enfin nous c'est comme on travaille, et re-questionné par l'habitant qui va arriver et qui va dire j'ai peut-être une idée autre. Et qu'est-ce qu'on en fait de l'idée de l'autre ? Qu'est-ce qu'on fait de l'autre idée ? Enfin c'est ça la création, c'est entre l'idée et l'incarnation, on trouve le moyen de faire sortir quoi et de le vivre ensemble. Parce que après on peut avoir des moments plus de petites individus quoi, et puis à un moment donné plus de collectifs, de vibrations ensemble. J'en étais là. Mais... Et ben, du coup, pour rebondir aussi, parce que justement, tu faisais le parallèle avec la boulangerie et ces éléments-là, c'est-à-dire, je voulais rebondir moi sur une question et je pense que pour toutes les personnes qui seraient susceptibles de nous regarder par la suite, c'est de dire mais comment vous vivez ? Comment ça vit un lieu comme celui-ci ? J'ai énoncé dans mon introduction que les lieux institutionnalisés, qui sont subventionnés, ont de plus en plus de mal eux-mêmes déjà à vivre et à fonctionner et à tourner, même de garder leur dynamique de projet artistique. Et vous, comment vous vous placez par rapport à ça ? Je sais qu'on évoquait aussi en première émission qu'il y avait cet aspect aussi de liberté, de pas trop aller rechercher des financements pour garder une liberté, d'autres qui vont aller rechercher des financements pour une certaine reconnaissance d'un travail accompli. Du coup, comment vous vous situez par rapport à ça et comment est-ce que à vous la je dirais qu'il y a deux libertés. Il y a la liberté économique,
Donc nous, en fait, j'expliquais dans la première émission que notre association, elle n'a pas simplement à vocation d'animer la Nouvelle Galerie, mais on fait aussi, on anime des ateliers d'écriture, d'art plastique. Et avec cet argent-là, on a petit à petit équipé notre salle avec des lumières, avec une régie son, avec des choses qu'on a achetées, voilà. Donc c'est nous, mais c'est nous avec ce qu'on fait à l'extérieur. Et puis il y a la liberté de ce qu'on propose au niveau programme, musique, danse, voilà. C'est être disponible. On est très très curieux de ce qui se passe et on est disponible, ouvert. Voilà, quelque chose nous touche parce que c'est plutôt de cet ordre-là. Moi, j'ai pas une grande connaissance au niveau artistique, mais je suis touchée par un spectacle, je suis émue et j'ai envie que d'autres aussi partagent cette émotion, cette surprise et cette liberté. Je pense que les lieux institutionnels, ils l'ont pas forcément. Je me rends compte parfois, moi, quand je vais dans des lieux institutionnels et je suis extrêmement choquée que le spectacle est présenté et que la personne qui est directeur ou directrice du lieu s'en va et n'assiste pas forcément au spectacle. Ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour moi. Parce que moi, je veux être dans le spectacle et je veux être au milieu de ceux qui le regardent et je veux voir comment ils le regardent, comment ils l'écoutent, comment ce qui transpire de ces gens qui sont avec moi dans la salle. Ça me paraît essentiel et je vois pas comment on peut faire de la culture autrement, quoi. Oui, c'est l'idée de je suis d'accord avec ça, dans l'idée de ne pas être hors sol, en fait, que je disais dans la première émission, d'être vraiment sur quelque chose, un terrain quoi, sur lequel on va faire pousser les choses, justement, ça rejoint un peu tout ça, où on est présent, justement, avec les artistes qui viennent, avec le public, avec les habitants, où on est dans l'écoute. Nous, après, au niveau, si on revient sur l'économie du lieu, on est un peu à cheval entre deux choses, c'est-à-dire que le théâtre, comme je le disais, et la compagnie, qui est dans un système plus institutionnel, et le théâtre qui est, lui, beaucoup plus libre. Mais en fait, l'un et l'autre vont ensemble. Je dirais qu'en fait... plutôt que moi je suis plus dans d'essayer de relier les choses entre elles plutôt que de dire ça marche pas alors ça va marcher et que l'un et de l'autre en fait. Par exemple le petit théâtre du Bas de l'Âne avec une programmation d'avril à octobre par exemple, on a des choses qui se passent sur cette période et on a un temps fort qui va être un festival où on va toucher d'autres gens, justement plus de monde parce qu'il y a que 40 places dans le petit théâtre. Ce festival a lieu au même endroit, sur la place du village, donc un peu à d'autres endroits. Où là, cette année, par exemple, on va ouvrir des jardins avec des sculpteurs qui vont venir chez les gens, donc ça permet d'ouvrir plus. Mais ça, c'est une prise en charge, du coup, qui est faite par une économie plus institutionnelle, qui va être du côté des projets de la compagnie en développement territorial. Donc, mais ça va permettre au petit théâtre de se développer. Et je me dis, si l'argent public et donc les subventions permettent de créer de l'innovation, et donne la possibilité d'ouvrir les portes pour aller un peu plus loin et pas juste dans on vous donne de l'argent pour faire ça, mais cet argent va permettre de faire des petits quelque part et de pouvoir réfléchir, donc on va être dans l'idée de l'innovation, tant mieux, je me dis. Et donc on est un peu sur cette économie parallèle en fait, quoi, vraiment, sur le lieu. Je me permets de rebondir. Oui, vas-y. Parce que par rapport à la notion de compagnie, comme j'avais une compagnie avant pendant pas mal d'années, du coup j'étais dans ce système-là de création, production, grandir comme ça dans ce schéma-là. Et de manière personnelle, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se tendait, qui était difficile et dans lequel je ne pouvais plus produire, que la création était vivante, alors, toujours pareil, comme le bon pain, c'est-à-dire qu'il y a des moments ça lève et des moments ça lève plus, et qu'il y a des vagues, quoi. La vie c'est ça, elle est faite d'accidents et pas d'une économie qui est exponentiellement montante. Voilà, donc et c'est une vraie réflexion sur ces fameuses courbes. Du coup, j'ai décidé d'arrêter, de fermer cette association et de dire il y a peut-être un autre schéma. Vraiment grosse remise en question, même si tout était conventionné, super. Enfin, tous les partenaires, encore merci. Mais c'était de dire je repars à zéro. Alors moi, c'était facile. Enfin, pourquoi c'était facile ? Parce que on va dire la vie me permettait, un compagnon, instituteur permet de vivre et moi je peux prendre un risque. Je peux repartir à zéro parce que c'est pas facile de vivre, de manger tous les jours. Et puis juste dis aussi ça, c'est qu'il y a aussi la vie accidentelle pour moi, où j'ai perdu
voilà, a fait que j'ai eu un petit peu d'argent et qu'est-ce qu'il fallait que j'en fasse. Donc il y avait quelque chose à transformer. Donc l'idée, je suis repartie un peu comme un entrepreneur. Il a un petit peu d'argent et qu'est-ce qu'il veut faire avec ça et comment il le transforme. Alors moi, quoi on investit. Et du coup, par rapport à ça, c'était comment vivre. Par exemple, le premier événement qu'on a voulu faire, l'exposition en 2016, rassembler tous les souvenirs de la salle de bal avec le village. Une exposition avec un collectif d'artistes. Je ne suis pas toute seule dans cette histoire. Il y a 2 artistes qui ont décidé de déménager de Lyon pour venir avec moi. Donc, ils sont installés à Tournu. Donc, elle est metteur en scène et comédienne. Lui est chanteur. Donc, ils sont embarqués dans cette histoire. Et du coup, c'était de dire, attention, c'est nos cœurs de métier. C'est notre travail. Donc, du coup, comment symboliquement faire une exposition, on met en lumière tout ça, mais c'est notre travail qu'on fait depuis des années. Et qu'est-ce que symboliquement, comment on peut être payé ? Je voulais symboliquement qu'on ait un cachet. Et donc pour les gens qui peut-être connaissent pas le système du spectacle vivant, c'est un cachet, c'est dire on est reconnu pour être payé des heures passées et on reconnaît un travail et des fois c'est même loin quand je calcule loin du SMIC, même du SMIC. Voilà. Donc on est loin de ça. Mais du coup, symboliquement, il y a quelque chose. Et on a fait appel à un financement participatif. Donc on a... Tu voulais rebondir un peu. Oui, non, mais je voulais juste te dire que moi, je suis tout à fait pour que les artistes ils soient payés. Je suis pour les cachets, je suis pour qu'il y ait des lieux qui rémunèrent des artistes. On a fait un autre choix parce qu'on est un lieu qu'on met à disposition d'artistes. Ouais. Mais moi, je suis tout à fait pour qu'effectivement, faire une installation d'exposition, c'est un acte artistique. Et donc, je suis pour que les gens soient payés. Et je comprends complètement ton idée de cachet, etc. Voilà. Mais du coup, on a démarré de ça. Mais c'est du symbolique. C'était de un cachet alors qu'on avait passé 6 mois de travail. Je veux dire. C'était ça, mais c'était symbolique. Je voulais au moins qu'il y ait une toute petite chose. Et, puis, et le financement participatif a marché, c'est-à-dire que c'est nos réseaux, nos anciens réseaux de compagnies, la Savoie, Reims, Lyon, des gens qui nous connaissaient d'avant et qui ont dit ok, allez-y, on vous aide. Donc symboliquement, on est arrivé à faire l'expo et à commencer à essayer de se payer sur le travail qu'on fait. Mais en termes d'économie, pardon. Ouais, excuse-moi Cédric, je voulais qu'on enchaîne avec Olivier, parce qu'il a vraiment une particularité, puis on l'a pas beaucoup entendu. J'en ai plusieurs des particularités. Et voilà, puis après on pourra peut-être... Non, après c'est vrai qu'on parlait de la notion économique. C'est vrai que comment ce genre de projet peut voir le jour ? Bon, c'est vrai que ça repose de toute manière souvent par une initiative personnelle déjà, d'une part. Donc ça veut dire, il y a déjà... il y a une notion d'investir dans un projet parce que bien évidemment c'est ce qui justement permet de lancer le projet. Donc un investissement personnel. Oui, c'est des fonds privés. C'est des fonds privés, bien évidemment. Et puis après, ça repose essentiellement, je dirais en plus de ça, sur une dynamique associative. Oui, parce que voilà, un lieu en tout cas comme le mien n'existe qu'à partir du moment où il y a une vraie dynamique associative, ça c'est indéniable. Et puis alors c'est vrai que si on prend mon cas entre guillemets, il est vrai que moi je me suis lancé dans cette aventure un peu folle, si je puis dire, mais c'est vrai qu'on a eu quand même cette chance d'être tout de suite, je dirais, épaulé par le département, et donc on a une convention par le département en tant que lieu qui accueille donc du spectacle vivant en création. Donc ça, c'est des conventions triennales. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une certaine visibilité sur l'avenir, parce que c'est vrai que si on parle des institutions, là, ça repose sur des subventions, donc des subventions qui peuvent être finalement reconduites ou pas, ou moins. Donc c'est évidemment, c'est toute la difficulté. Et puis après, bien évidemment, il y a aussi les institutions, est-ce qu'ils ont finalement les cases qui correspondent à ces lieux étiquetés, lieux intermédiaires, parce que là, c'est vrai que moi, j'ai été beaucoup invité sur des concertations, des débats, des ateliers de réflexion, finalement sur ce qui se passait. Donc, ils se sont bel et bien rendus compte qu'il y avait cette force vive de ces lieux qui justement étaient en marge des réseaux traditionnels de consommation. On parlait de ça tout à l'heure. Donc, il y avait vraiment des acteurs culturels sur le territoire qui mettaient en place comme ça des projets qui permettaient de fédérer des envies, des rencontres. On parlait de lieux citoyens.
Mais bien sûr, tout ça, c'est fragile, ça repose. Donc, je dirais que la grande mission, si on en a une, en dehors de tout ce qu'on fait, je dirais pour le maximum de monde, c'est que ces institutions puissent, à un moment donné, reconnaître assez facilement ce travail fourni et puissent contribuer, je dirais, financièrement, d'une part, et puis d'autre part sur pas mal de choses, mais en tout cas pour justement, alors après il y a créer du lien, enfin tout ça, bien sûr, mais c'est vrai que c'est fragile, nos structures sont fragiles. C'est pour ça que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de mélanger les deux permet justement de consolider peut-être un peu plus, mais c'est vrai que, alors c'est certainement pas votre cas, voilà, donc c'est vrai que c'est fragile. Et juste par rapport à l'économie sociale et solidaire, quand j'avais travaillé sur le projet, j'étais arrivée à réfléchir sur la notion d'économie hybride. Donc, l'économie, elle peut revenir sur... elle peut réunir trois choses. Il y a la fameuse économie que vous nommez qui est invisible quand on est co-responsable ou quand on se met en accord sur différentes choses. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, je le dis, mais c'est important, il est beau ce mot, l'économie de réciprocité. Voilà. Après, quand on parle des subventions publiques, des institutionnelles, tout ça, on parle d'économie de redistribution. Ça veut dire quoi, la redistribution? Ça veut dire que c'est comment cet argent public, d'un seul coup, on redistribue tout ça à tout le monde. Donc, on a quand même une responsabilité à ce niveau-là. Et puis, il y a l'économie classique. Alors, l'économie classique, par quoi elle peut venir? Elle peut venir, des fois, les billetteries. Mais après, après, nous, dans le lieu, moi, j'ai cherché à vivre aussi autre chose, l'intermittence. Bon, j'ai des boulots à côté pour continuer de faire des mises en scène. Mais du coup, j'ai mis en place des chambres d'hôtes. Voilà, ça me permet un petit revenu à côté. Il y a des ateliers. C'est la permaculture. Et là, par exemple, on vient de créer un escape game dans le lieu, mais à valeur humaine. Je sais pas ce que c'est un escape game. Un jeu d'évasion dans un décor. Mais du coup, c'était parce qu'on voulait ramener la jeunesse et puis tout ça, quoi. Donc, la jeunesse, oui. Voilà. Vaste sujet. Et du coup, pour moi, j'aime bien aussi où on donne du sens à ces mots-là, la redistribution, l'argent public, la co-responsabilité qu'on a. Et puis cette fameuse, qui est très importante dans toutes les associations, il y a cette économie de réciprocité, c'est-à-dire, je donne du temps bénévole, et voilà, et du coup, il y a énormément d'heures bénévoles. Ah oui, c'est à valoriser. À valoriser d'ailleurs. Non, je voulais juste rajouter un petit truc, mais qui a déjà été dit, je pense, mais dans le fait que l'économie, c'est aussi une économie pour les artistes, c'est pas que des cachets et des statuts intermittents. Et ils ont aussi besoin d'autre chose. Donc les lieux qu'on leur ouvre, c'est aussi des lieux qui sont hyper importants dans le sens où c'est des lieux de travail, qu'il n'y en a pas assez, il n'y en aura jamais assez, puisqu'il y a beaucoup de création, et tant mieux. Un pays créatif, c'est un pays qui va bien, on dira. Et il y a aussi cette économie de la compagnie, du groupe qui a besoin d'autres choses, c'est-à-dire les lieux de résidence pour répéter. Par exemple, on accueille aussi des gens qui sont en tournée. Ils sont en tournée et sur la route, ils sont vraiment contents de venir, pas pour un cachet, mais de venir parce que ça fait les frais d'essence entre deux dates. Donc ça participe à l'économie générale et c'est des petites choses comme ça qui viennent se rajouter, qui sont tous les à côté et les besoins et les nécessités dans ce milieu économique qu'est la culture, quoi. Oui, c'est vrai que la question de la recherche de salles, ça m'a surprise, moi aussi, des artistes qui sont vraiment en recherche de lieux. On a accueilli on accueille souvent aussi on a accueilli longtemps Patrick Grégoire, qui nous répétait parce qu'il habite dans le village. Tant compagnie professionnelle qu'amateur. J'étais vraiment étonné de ce au point où même, moi je rougis quand je suis obligé de dire maintenant, j'ai pas de place. J'ai plus de place. Et alors que, parce que moi l'idée c'est pas d'être programmateur, c'est vraiment... les gens appellent, je regarde, bien sûr, je défends les projets aussi. Je dis ça oui, ça non, c'est moins dans l'idée du théâtre. Mais c'est vite rempli. Cette année-là, c'est la 3e année que ça existe. C'est plein. Et on peut pas faire plus parce que justement, c'est aussi notre temps et que justement, à côté. Là, vous abordez les programmations, les diverses programmations, comment ces lieux vivent, à la fois artistiquement et économiquement. Mais on n'a pas encore évoqué cette notion des publics. Justement, Véronique, tu abordais la question de la jeunesse, comment vous alliez toucher ces jeunes. Et justement, je voulais avoir votre expérience par rapport à ça sur la question des publics. Comment vous alliez chercher les publics, comment vous communiquiez, est-ce que ça fonctionnait chez vous, est-ce
que c'était compliqué? Parce que voilà, pour faire aussi écho à mon intro en disant que voilà, même les lieux institutionnels, c'est de plus en plus dur pour aller chercher les publics, pour les fédérer, pour les fidéliser. Comment ça marche chez vous? Je veux bien répondre. Nous, on fonctionne uniquement par mail. Donc, on fait pas de communication par flyer ou. T'as pas une communication print classique. On a juste une com avec le TUT calme. C'est un je sais pas si tu le connais. Non, je connais pas ça. C'est sur Chalon. C'est plusieurs groupes qui sont rassemblés. La Méandre, le collectif Naga, la Péniche, l'Arrosoir. Et puis nous, on est aussi dedans. Okay. Donc voilà, c'est un petit flyer qui paraît tous les mois et qui est très bien fait parce que chaque fois fait par un ou une artiste et qui ensuite est diffusé. Voilà. Mais notre problématique. Tu parlais de jeunesse, alors là, je pense que la moyenne d'âge à la Nouvelle Galerie, elle est entre 50 et 60. C'est très difficile de faire venir les jeunes. D'abord, dans le village, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il n'y a pas beaucoup d'adolescents. Et puis, on est excentré, on n'est pas sur Chalon. Et même quand c'est des jeunes qui se produisent, c'est pas forcément des jeunes qui viennent les écouter. Ça, c'est une vraie question que je me pose sur comment. Je vois pas plus de jeunes d'ailleurs dans les lieux institutionnels. Ouais. Par contre, la Méandre, oui, ça c'est un lieu qui. Le collectif Naga et la Méandre, ça peut être intéressant d'aller les rencontrer pour leur demander. Ces questions-là. Oui, sur ces questions-là, parce que là, il y a des jeunes. Hein. Sinon, c'est notre mode de fonctionnement, c'est uniquement mailing. On n'a pas de difficulté à faire venir du public. C'est tellement varié ce qu'on propose que il y a des gens qui viennent pour les lectures à voix haute, mais qui viennent pas du tout pour la musique contemporaine. D'autres qui viennent pour les expos, par exemple. Voilà, donc c'est pas une grande difficulté d'avoir du public, quoi. Et vous autres, comment ça se passe chez vous? Comment ça se passe chez nous? C'est vrai qu'on avait beaucoup plus de difficultés lorsqu'on mettait en place, dans les premières années, un événement toutes les 3 semaines à partir du début mai jusqu'à fin septembre. Donc là, c'était vraiment difficile d'arriver à constituer un public sur ces événements-là, parce que c'était un week-end de fabrication, donc il y avait beaucoup de spectacles, mais voilà, toutes les 3 semaines, c'était compliqué. Ça le devient moins dans la mesure où on a décidé depuis 4 ans finalement de mettre un coup de projecteur sur un festival qui se passe en août. Là, cette année, ce sera du 14 au 18 août, où là, il y a vraiment donc là, on parle des événements, parce que des événements donc qui pour sensibiliser le public autour. Donc là, c'est plus facile entre guillemets parce que c'est vrai que ça fait là, cette année par exemple, il y a 35 spectacles, donc ça fait beaucoup d'artistes, chaque artiste aussi a son réseau, donc voilà. Après, pour l'ancrage territorial, c'est toujours la grosse difficulté. On a le sentiment d'avoir essayé un peu tout, en fait, en démarrant même sur la mémoire du bâtiment, puisque, que je rappelais tout à l'heure, c'est un bâtiment, c'est une ancienne fromagerie qui a été réhabilitée en ERP, mais donc qui est vaste, qui est 1500 mètres carrés au sol. Donc là, il y avait vraiment une logique de finalement de s'investir sur la mémoire du bâtiment, parce que c'est assez surréaliste, effectivement, en plein milieu rural, d'avoir ce gros bâtiment. Donc on était allé effectivement à la rencontre de toutes ces personnes qui ont travaillé dans la fromagerie. On a recueilli donc des témoignages suite à ça. C'est même ma maman qui a fait ça parce qu'elle adore justement à la rencontre de travailler sur la mémoire des personnes. Et donc il y a même effectivement une association qui s'occupait justement de la mémoire et du patrimoine qui a même publié ça. Donc voilà, on a même fait venir Métallo et Dégraisseur à un moment donné, ce spectacle qui avait finalement il y avait un lien. Voilà, donc une période de l'histoire très intéressante. Après, oui, de trouver des formes de partenaires, c'est pas facile. C'est vrai que ça peut faire peur, mais moi je me souviens très bien au tout début, on nous disait mais c'est super bien ce que vous faites, j'ai vu ça à la télé. Voilà, alors que c'était effectivement des gens qui n'avaient finalement que voilà, même pas, et des fois même certains avaient besoin juste de traverser la route, quoi. Donc oui, ça c'est pas toujours facile. C'est pas une histoire d'argent parce que là il est vrai que nous on a vraiment cette volonté de faire en sorte que ça soit accessible à tous. Donc là pour le coup il y a ce système de chapeau bien évidemment aussi qui laisse la possibilité. Alors chapeau ça veut pas dire gratuit, je le rappelle, ça veut dire effectivement donner ce qu'on
peux donner, voilà. C'est voilà. Et puis après, lorsqu'il y a un spectacle payant, c'est très peu cher. Ça peut être 5 ou 6 euros. Donc c'est pas une histoire d'argent. Oui. Ça, je crois que c'est la problématique de tout le monde. Voilà, c'est un lieu citoyen. À ce monde culturel, finalement. Comment faire venir les publics? Je pense que la question est la même, pour le coup, autant pour une scène nationale que pour nous. Les gens viennent parce qu'ils ont envie de venir, je dirais, avant tout. Certains vont aller dans une scène nationale parce qu'ils ont envie d'être dans cet endroit-là, en fait. On va pas les forcer, mais ils viendront aussi ici sans qu'on les force, donc dans nos petits lieux. Après, nous, on essaie de travailler avec le comité des fêtes du village aussi, d'associer vraiment tout le monde. Et on parlait de patrimoine aussi, on essaie de trouver des ficelles qui vont faire qu'on va dire, ce lieu, c'est à vous, il fait partie, en fait, on va créer un patrimoine, entre quelque sorte, imaginaire. En tout cas, on va recréer un patrimoine. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de théâtre à Saint-Jean-de-Trézy avant. Alors moi, chaque fois que je vois quelqu'un, je dis, venez. Là, par exemple, on a commencé à mettre en place des chantiers, parce qu'au début, c'était une grange où il n'y avait rien du tout. On a une poutre qui traversait, haute de 12 mètres, un cube, quoi. Et l'idée, c'est de faire aussi une architecture particulière. Parce que moi, je suis très, très fan d'art brut et de tous ces gens qui sont pas artistes et qui ont fabriqué plein de choses. Et de dire, on va créer un théâtre. Donc là, maintenant, c'est un théâtre. Depuis l'année dernière, il y a un petit balcon avec 6 places. On commence à y créer des enluminures. On fait un lieu, quoi. C'est-à-dire qui, quelque part, pourrait devenir un patrimoine qui n'existait pas avant de Saint-Jean-de-Trézy. Dans l'idéal, pour moi, ça serait une belle chose que ce lieu reste le théâtre de Saint-Jean-de-Trézy et que pourquoi pas dans 50 ou 100 ans, quelqu'un leur rouvre et dise il y a un théâtre, il y avait quelqu'un, on va reprendre la mémoire des gens qui l'ont construit. Et donc, on marque aussi chaque chose qui nous est donnée, puisqu'il y a des gens qui nous ont donné des poutres pour faire le balcon. Il y a des gens il y a quelqu'un qui nous a donné une rambarde qui était à celle de son père. Il y a une histoire. Là, on vient de récupérer une table qui avait été gagnée au tiercé par quelqu'un qui avait pas d'argent et que sa compagne à l'époque et qui avait acheté cette table au gagnant au tiercé. Et en fait, on va répertorier, on va créer un patrimoine, en fait, finalement. Et ce patrimoine, ça appartient justement aux habitants du coin, et par ce biais-là, peut-être arriver à fédérer un public, et ainsi de suite, quoi. Mais je rebondis, Cédric, parce que c'est vraiment l'idée de faire une œuvre commune. En fait, le fait que les gens amènent quelque chose, ça va mettre une couleur sur le lieu qui ne sera pas comme tous les lieux ou comme toutes les salles des fêtes. Qui n'est pas extérieur à l'endroit où il est assis, en fait, où il est posé, quoi. Ouais. Par exemple, le nom Petit Théâtre du Bas-de-Laine, on aurait pu l'appeler autrement, mais c'est juste que c'est le lieu dit derrière qui n'est pas connu, c'est juste marqué sur le cadastre Bas-de-Laine. Et c'est les terres qui sont derrière le lieu. Donc, je dis Petit Théâtre du Bas-de-Laine, pour donner la notion de pas grand, déjà. Donc, réservez vos places. Et surtout, de dire ça existe, c'était déjà ici. Et tous les gens qui connaissent, qui vivent là depuis longtemps, savent ce que c'est le Bas-de-Laine. Donc du coup, déjà ils ont apprécié. C'est pas quelque chose encore une fois d'hors-sol qui vient s'implanter là et qui dit je fais de la culture, venez, je vais vous montrer, je vais vous éduquer, je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ça l'idée. C'est de s'implanter en relation de l'environnement qui est autour de nous. Partager, ainsi de suite. Aussi, quoi. Bien sûr. Par rapport à chers amis, je vais être obligé. Ouais, je suis désolé. je suis désolé, Véronique, mais on va être obligé. On arrive à la fin de cette émission. Et justement, je voulais quand même que vous laissiez le mot de la fin, c'est-à-dire si, je sais pas, des personnes étaient branchées pour monter un tiers-lieu, se créer son propre projet, tout ça, est-ce que vous aviez un conseil ou une idée ou une envie à donner à chacun? Comme ça, on fait un petit tour de table, et si vous aviez un mot ou une envie, je sais pas ce que vous voulez dire. Moi, je dirais juste se laisser guider par ses envies. Ouais, y croire à fond, puis y aller, quoi. Voilà, mais il faut, avec cette croyance humaine, quoi, citoyenne, voilà. Ouais, c'est se rassembler, trouver le lieu qui vous laissera rêver, quoi. Mais vraiment rêver librement, et puis avoir confiance. Oui, et puis surtout, je dirais, venir notamment voir nos lieux, parce qu'on aura certainement des choses à dire pour ne serait-ce que faire gagner du temps aussi, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un investissement au niveau du temps. Venir notamment dans la programmation de ces lieux-là. Eh bien, merci à tous. Merci d'être venus, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et donc voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode, et nous serons très heureux de vous accueillir pour un prochain numéro très prochainement. Voilà, très bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Merci.